Mesdames et messieurs, chers abonnés et fidèles abonnés de la chaîne Un peu plus Média, nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux devant tout ce qui vous sert de connexion, vos téléphones, vos ordinateurs, pourquoi pas vos postes téléviseurs, toujours présents pour suivre votre tranche d'analyse politique. Au micro, comme d'habitude, c'est votre humble serviteur David Aigle, le jeune conscient, qui reçoit pour vous. Comme vous le savez d'habitude, lorsque vous me voyez, nous avons toujours l'habitude du haut de ces micros de donner la parole aux jeunes. Aujourd'hui, j'ai peut-être cette habitude-là de faire la politique ou l'analyse politique seul, mais je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai avec moi deux de mes confrères, jeunes comme moi, puisqu'il s'agit du magazine Jeune Conscient. Nous allons brosser pendant plus ou moins 45 minutes l'actualité sociopolitique de notre pays. Cette actualité dont nous savons que vous connaissez déjà, parce que vous, de la diaspora, vous êtes aussi bien informés que nous, mais ça n'empêche pas que nous qui sommes sur le terrain, que nous puissions aussi analyser cela de manière à ce que la profession journalistique nous l'exige. Alors, à ma gauche, vous savez, mesdames et messieurs, nous avons toujours une semaine bien garnie. La politique congolaise ne manque pas de mises à jour. À ma gauche, j'ai mon estimé confrère Sadi Mbouyi. Sadi, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va très bien au rythme du pays. Au rythme du pays, bien sûr, à ma droite, j'ai également mon estimé confrère. Lui, il s'appelle Pierre Kabongo. Pierre, bonjour. Bonjour David. Comment vous vous portez? On se porte très bien avec les allures du pays. Avec les allures du pays, sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons passer directement dans le vif du sujet. Alors, à ma gauche, mon très estimé confrère Sadi. Pas plus tard qu'hier, l'Assemblée nationale nous avait tenu à informer l'opinion qu'elle a entériné la désignation de Ronsard Malonda comme le digne remplaçant de Corneille Nangaa à la tête de la CENI. Comment voyez-vous un peu la chose, puisque depuis cette annonciation, il y a déjà plus d'une bouche qui réagit. Je venais de voir Noël Tchani, il y a aussi l'Église catholique qui a tonné, soupçonnant le jeune Ronsard de pro-FCC. Comment jugez-vous la chose? D'abord, j'aimerais vous remercier de l'invitation. D'entrée de jeu, j'ai dit, je salue tous les téléspectateurs, les gens qui nous suivent aujourd'hui. Alors, pour revenir à votre question, il faut rentrer dans la Constitution et puis dans les lois qui régissent la CENI. Ce qui s'est passé hier au niveau de l'Assemblée nationale, moi j'estime que c'est tout à fait normal. L'Assemblée nationale a le pouvoir d'entériner la décision de confession religieuse. Les confessions religieuses se sont réunies et ils ont porté leur choix sur Ronsard Malonda. Bien qu'il y ait eu des problèmes liés à la désignation de Ronsard Malonda, mais on avait déjà les candidats qui étaient déjà passés. Alors aujourd'hui, la candidature ou bien les noms de Ronsard Malonda dérangent surtout la Senko qui tire à boulet rouge sur ces jeunes hommes qui a une expérience depuis qu'on connaît la CENI. À l'époque, c'était la commission électorale tout simplement. Alors, il y a eu élection. J'aimerais juste dire que la Senko doit s'assumer. La Senko doit s'assumer, pourquoi? Parce qu'il était à la base de toutes les négociations qui ont abouti à l'élection de Ronsard Malonda. Mais c'est la même Senko aussi qui a annoncé ou bien qui a alerté la population que ce monsieur Ronsard serait soutenu par le camp Kingakati. Mais j'estime que la Senko devait jouer franc jeu. S'il savait déjà dès le départ qu'il y aurait du désordre, il ne devait pas se lancer dans la précipitation pour aller aux élections. Il devait attendre, après il devait patienter et voir après les réformes. C'est en ce moment-là qu'on pouvait parler des élections à la tête de la CENI, mais malheureusement ce n'était pas le cas, donc la Senko doit s'assumer. La Senko doit s'assumer. Pierre, je reviens un peu vers vous. Bon, au cas où, jusque-là, nous voyons peut-être que la désignation de Ronsard, jusque-là, elle n'est pas unanime, parce que la Senko n'est pas d'accord, peut-être que le SCC aussi. Il y a les kimbanguistes et les pro-Kingakati qui soutiennent Ronsard.
Pourquoi l'homme ne fait pas l'unanimité, selon vous? Merci beaucoup. Merci pour l'invitation d'abord. Je suis très content. J'aimerais un peu faire une étude diachronique. Cela veut dire que j'aimerais un peu revenir dans l'histoire. Vous savez, ce n'est pas pour la première fois qu'il y ait tractation ou bien opposition sur un point quelconque, et surtout dans l'Église catholique. Je me rappelle une fois lorsque nous avons rencontré M. l'abbé Chollet, qui autrefois disait que nous appuyons le président de la République. Mais avant de dire ça, vous allez comprendre qu'il s'était d'abord opposé. Alors moi, pour le moment, je constate que ce n'est qu'une habitude et je ne suis pas surpris que la SENCO puisse s'opposer à ces choix de Ronsard Malonda. Alors, je crois en la compétence de ces messieurs. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui a au moins de l'expérience, une bonne histoire, une bonne expertise par rapport à la CENI. Et nous devons faire confiance. S'opposer, nous allons s'opposer jusqu'à quand? Nous allons s'opposer jusqu'à quand? Et le fait de s'opposer, nous sommes en train d'être en retard dans certaines choses importantes qui doivent occuper la nation, qui doivent occuper la population. Mais au lieu de s'opposer, moi je pense que nous devons toujours recadrer le débat, appeler la conscience de notre estimé confrère qui a été choisi à la tête de la CENI, afin qu'il puisse nous rendre un service qui est convenable et qui sera à la satisfaction de toute la population. Ça ne vous gênerait donc pas si réellement il était soutenu par le FCC? Je pense que j'ai toujours dit ça, l'objectivité c'est quelque chose idéal. Vous savez, je ne sais pas dans la conscience de Malonda s'il a une obédience politique et s'il est soutenu par le FCC, je ne sais pas où est le mal. Et aujourd'hui, si les Cash soutenaient par exemple Malonda, si les Lamouka soutenaient le Malonda, où est le mal? Moi je pense que ça dépend d'un point de vue. De part et d'autre, une obédience politique peut soutenir Malonda, ce n'est pas un problème. Et d'ailleurs, moi je profiterai de cette occasion pour dire qu'il faut que toutes les obédiences politiques, tous les partis politiques soutiennent les choix de Ronsard Malonda. Bon, il y a certaines langues qui, après avoir analysé les faits, ces langues disent que ce fut un échange. C'est-à-dire, l'Assemblée nationale, majoritairement acquise par le FCC, a décidé de surseoir les lois Minaku pour maintenant favoriser la désignation des Malonda. Il paraîtrait qu'il y a eu, selon certaines bouches, échanges et arrangements avec le Cash pour que le loi Minaku ne passe pas et que le Cash accepte maintenant que Malonda, l'air poulain, soit désigné. Selon vous, ça peut être vrai cette information? Parce que vous avez été au conditionnel, vous avez semblerait. Comme nous sommes au conditionnel et ce n'est pas quelque chose qui est affirmé, moi je reste encore optimiste. Ce qui est vrai est que les lois Minaku ont été mis de côté pour un temps et nous sommes passés par l'étape de Malonda. La chose est faite, je pense que le débat est clos là-dessus. Ça dit, ne voyez-vous pas quand même hasardeux ou bien d'ordre un peu de coïncidence qu'on sursoit les lois Minaku et directement on présente Malonda comme c'est lui qui doit remplacer Corneille? Est-ce que réellement il n'y aurait pas cet engagement-là, cet arrangement-là? Non, je ne pense pas. Dire qu'il y aurait des arrangements pour que le FCC puisse surseoir les lois Minaku et Sakata et ensuite entériner la décision de Ronsard Malonda à la tête de la CENI, je ne pense pas. À mon humble avis, l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale est là, il fonctionne parce qu'il y a état d'urgence. Et l'état d'urgence touche à sa fin. On ne pouvait pas continuer à débattre sur ces propositions de loi de Sakata et Obey Minaku parce qu'il n'y avait plus le temps. Il n'y avait plus le temps suffisant pour analyser, décortiquer et renvoyer ces propositions de loi au gouvernement pour une seconde, et renvoyer ça au Sénat pour une seconde lecture. Moi, je pense que l'Assemblée nationale, ayant constaté qu'il n'y avait plus le temps, c'est comme ça qu'ils ont sursis ces propositions de loi. Ils vont reprendre ça à un moment opportun. S'agissant de Ronsard Malonda, je ne pense pas qu'il y ait eu négociation. On savait déjà que, on sait tous comment la désignation de membres de la CENI, comment ça se passe. On a suivi les processus.
il y a eu plénière des confessions religieuses. Et puis, les 6 confessions religieuses se sont prononcées pour Rossard Malonda. Il n'y a que des confessions religieuses, la Senko et les CC, qui n'étaient pas d'accord avec la candidature, avec l'élection de Rossard Malonda. Sur quelle base ces 2 confessions religieuses veulent dicter leur choix sur les 6 autres confessions religieuses? Je dis tout simplement que c'est la loi de la majorité qui a gagné et l'Assemblée nationale devait entériner cette désignation. Et je ne vois pas là où on peut parler des arrangements particuliers entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et l'autorité morale du FCC. Mais ne voyez-vous pas que Rossard Malonda, c'est un technicien. S'il faut éclairer un peu la lanterne des abonnés qui nous suivent, Rossard Malonda, c'est un technicien qui a été à la commande de la technique de la CENI depuis 2011. Il fait partie des techniciens qui ont peut-être travaillé pour une élection artificielle, comme l'avait dit Kabouya. Alors, ramener le même engrenage au sommet, donc ça ne garantit pas une crédibilité électorale au-delà de 2023. Aujourd'hui, soyons quand même sérieux. Aujourd'hui, même si on mettait Jésus à la place de Rossard Malonda, il y aura toujours des gens qui vont contester. Alors, nous ne pouvons pas avancer au lieu de rester là en train de contester. Bon, dans ces pays, on va commencer à contester. Jusqu'à quand? À un moment, il faudrait que les gens s'arrêtent et pensent au développement. Pensent d'abord, la Senko conditionne la désignation de membres de la CENI aux réformes. Comment on peut faire des réformes sans qu'il y ait, les comités qui vont poursuivre ces réformes-là? D'abord, on doit déjà voir, en 2023 n'est pas loin, s'il faudrait déjà faire des calculs pour faire le fichier électoral, ça peut nous prendre 2 ans. Alors, si on se lance dans les réformes, la Senko ne nous rassure pas que ces réformes-là peuvent prendre moins de temps. On connaît des réformes dans ces pays. Des réformes peuvent prendre 3 ans et 4 ans. Et on va arriver en 2023, on va dire que non, le président n'a pas respecté la Constitution, le président est en glissement. C'est toujours l'Église catholique qui va venir vers la population pour dire que non, le président a glissé, etc. Et c'est les moments que l'Église catholique comprenne que le temps est venu d'aller vers l'avant, d'avancer, et puis voir le réforme après. Avant de clôturer, peut-être, je vais revenir vers vous, Pierre, avant de clôturer sur cette page de l'Assemblée nationale, sa présidente, l'honorable Janine Mabunda, avait dernièrement exhibé un pain, disant, avant nous achètions ces pains à 200 francs, maintenant là, ce même pain revient à 300. Votre approche, puisqu'elle a été critiquée, disant que voici, ceci, c'est là. Votre approche, Pierre. Justement, merci beaucoup. Je veux parler en 2 volets. D'abord, le premier volet concerne la forme et le deuxième volet concerne le fond. Pourquoi je vais d'abord commencer par la forme? La forme est que c'est vrai, le prix du pain est à la hausse. Là, effectivement, Janine Mabunda a raison. Mais alors, du côté fond, vous savez, Janine Mabunda n'a pas de leçons à donner. C'était une interpellation. Bien sûr, c'est une interpellation, mais en quelque sorte, c'est une leçon pour dire que nous nous intéressons aux choses banales. S'il vous plaît, vous voyez, ça fait très mal. Les gens qui ont dirigé pendant 18 ans, qui n'ont pas pu faire en sorte que le peuple se retrouve aujourd'hui, ils veulent dire que non, voilà les choses. Elle n'est pas le seul. Il y a quelque chose qui les noms. Ces mêmes personnes ont laissé le pain à 200 francs. Bien sûr, elles ont laissé le pain à 200 francs, mais ce n'était pas la volonté du peuple. Le peuple voulait même que le prix du pain soit 100 francs. C'est ça la volonté du peuple. Mais parce que le pain a haussé des prix. Et vous voulez maintenant faire un premier saut pour dire que voilà, le prix du pain est comme ça. Il s'attaque à qui? Indirectement, il s'attaque au chef de l'État. Si vous comprenez bien, si vous faites une analyse. Et ce n'est pas d'ailleurs la première fois que Janine Mabunda s'attaque au chef de l'État. Indirectement, il s'attaque au chef de l'État. Voilà, vous êtes aux commandes, les choses ne marchent pas. Mais demandez-vous, lorsque Janine Mabunda et son chef de Kingakati étaient aux commandes, comment vivait la population? Elle a pris juste le pain, elle nous a exposé. Mais les dollars, du temps de Joseph Kabila, les dollars, pourquoi ne pas parler des dollars? Les dollars étaient à 18. Bien sûr, on était à 18, mais avant 18, il y avait un taux de 92. C'est que Mouzit nous avait laissé. Alors, Mouzit du temps de Kabila.
Écoutez, mais Surtout du temps de Kabila, le dollar était à 92. Après, ça a commencé à évoluer jusqu'à s'arrêter, je crois, à 17. Justement, Avec Fachi. c'est pas parce que Mouzut était du temps du Kabila, oui, acceptons maintenant que nous puissions hausser les taux des dollars. Non, au contraire, nous devons travailler pour que Mouzut, ou qui était de notre temps, nous puissions garder les taux aux choses normales. Mais lorsque nous disons que de notre temps, Mouzut fut, et bien que ça sera une histoire, nous, du temps de Mouzut, nous avons fait ça, nous avons fait, mais les réalités ont changé. Non, ce n'est pas une bonne raison. Le problème, c'est que Janine Mabound et sa classe politique n'ont pas un exemple, ne sont jamais un exemple dans ces pays pour nous, le peuple congolais. À moins que la politique, comme on dit, la politique, c'est une autre réalité, que Janine Mabound change d'avis. Mais personnellement, lorsque je vois la posture de Janine Mabound et sa classe et son obédience politique, ils n'ont aucun exemple à nous donner. Ils doivent vraiment garder silence. Mais est-ce que vous savez que parmi le rôle d'un élu, c'est parler pour la population? Elle a écouté la population qui se réclame par rapport au prix du pain. Elle a rapporté cela auprès de ses collègues. La motivation... C'est pas la première fois que la population se plaigne. D'où ce n'est pas mal de... La population plairait toujours. Et qu'est-ce que Janine Mabound avait fait? Qu'est-ce que Janine Mabound avait proposé? Quelle idée elle avait donnée aux députés de son obédience politique, de telle sorte qu'ils puissent répondre aux besoins de la population? L'on dit qu'il n'a jamais été trop tard pour bien faire. Ah là, non, s'il vous plaît. Bien que cela ne soit, cela, comme vous le dites, mais nous ne pouvons pas accepter certaines choses. Ça fait mal, hein? Je vous dis vrai, ça fait mal. Lorsque Janine Mabound prend un stylo pour nous faire des leçons, ça fait très mal. Elle ne mérite pas, elle doit garder son silence. Elle doit garder son silence selon Pierre Sadi. La population ou les autorités budgétaires, ou soit les leaders politiques de la classe du pays, n'ont jamais initié de marche pour le pain. Pour le loi Minakou, oui, mais pour le pain, non. Peut-être que c'est sur base de ça que Mabound a voulu un peu interpeller la classe politique, que s'assurer ou bien s'occuper de loi Minakou, c'est une très bonne chose avec de gros Français, mais voyez aussi là où les bas blessent. On ne voyait pas que la motivation pourrait être assez humaniste. Avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même revenir sur certaines choses que mon confrère a eu à développer tout à l'heure. Tout en l'appuyant, j'aimerais aussi ajouter quelques éléments. Dans ces pays, il y a des gens qui doivent apprendre à se taire, même jusqu'à sa tombe. Vous parlez d'un élu, dans son travail et de parler. Non. Le travail, ce n'est pas seulement de parler. Et ils interpellent les élus. Ce n'est pas leur... Le travail, c'est d'interpeller les gouvernements. Les gouvernements et du FCC, à majoritairement FCC. Qu'est-ce qui empêcherait à Janine Mabound d'initier quelque chose comme ça, parlementaire, pour inviter le Premier ministre et venir se justifier devant eux pourquoi est-ce qu'il y a une majoration de pain? Moi, je pense que le FCC est en train de se foutre de nous. Soit il gouverne les pays, soit il ne gouverne pas les pays. Soit vous décidez de laisser le président de la République travailler calmement, ou soit vous travaillez pour l'intérêt général de la population. Ces gens-là n'ont pas de leçons à nous donner, surtout pas eux. Ils ont eu tout le temps de travailler pour ces pays. Malheureusement, ils n'ont pas travaillé pour les pays. Ils ont travaillé pour un individu qui est M. Kabila. Mais, cher confrère Sadi, selon l'allocution de la présidente du Parlement, elle ne s'adresse pas seulement aux élus du FCC. Il y a aussi des députés Cash, des députés Lamouka. Il y a la représentation nationale. Alors, ça n'empêche pas qu'un élu, Lamouka ou Cash, prenne maintenant la chose, interpelle le ministre de l'économie par exemple, pour que celui-ci passe à la barre. Donc, pesez un peu, hein, vous ressentez toujours une motivation un peu obscure de la part de la présidente? Oui, la motivation est vraiment obscure. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ces gens-là travaillent pour monter la population vis-à-vis du chef de l'État en préparatif de 2023. Tout est déjà établi pour que la population soit frustrée de ce que le président de la République peut faire. Il oublie même, ces gens-là du FCC, que le gouvernement à 75% appartient au FCC. Donc, si les dollars est à 20 aujourd'hui, on va poser la question parce que ce n'est pas le président de la République qui gère les pays quotidiennement. Ça, c'est de la Constitution. Il est garant de bon fonctionnement des institutions, mais les pays quotidiennement est géré par un Premier ministre qui est du FCC.
Ils ne doivent pas venir devant nous pour dire, voilà, le dollar est à 20. Et lorsqu'ils ont pris les pouvoirs en 2001, le dollar était en combien? Ils sont en train de préparer leur tombe. Je suis d'accord. Et je suis content parce que le FCC est en train de préparer sa propre tombe. Si nous voulons revenir au prix, faisons un débat sur ça. Et vous allez voir que le FCC n'ont pas de leçons données. Ils ont pris les dollars à combien en 2001? 10 dollars étaient à combien? On avait des petits coupilles. Où sont ces petits coupilles? Ça n'a pas créé l'inflation lorsque vous supprimez des petites coupilles? Alors comprenez la suite. Bon, nous essayons de comprendre la suite. Nous allons, chers abonnés, passer peut-être au deuxième point, puisque le menu est assez garni. Pierre, vous vouliez compléter quelque chose contre toujours la présidence de l'Assemblée? Parce que j'ai aimé vraiment l'intervention de mon frère, je vais l'appuyer. Vous avez posé la question que c'est le travail d'un élu de parler. Justement, c'est constitutionnel. Il est là pour parler au nom du peuple. Mais il faut parler utile. Et dans le cas précis, vous allez comprendre que Mme Jeannine Mabunda n'a pas parlé utile. Elle a parlé du pain. Bien sûr, elle a parlé du pain. J'aimerais un peu faire la comparaison entre la loi Minaku et ce qu'elle a dit. Comment le peuple a réagi. Parce que lorsque le peuple a compris que la loi Minaku c'était pour restreindre l'appareil judiciaire, le peuple est sorti. Mais lorsqu'elle a tenu des propos sur le pain, mais le peuple a compris que ça, c'est joué de nous. Au moment où son chef était au pouvoir pendant 18 ans, ils n'ont pas pu faire quelque chose de meilleur pour le peuple. C'est toujours la même présidente de l'Assemblée qui a décidé de surseoir le loi Minaku à l'écoute du peuple. C'est pas ça? Mais ce n'est pas ça. D'ailleurs, ils ont mis ça de côté pour la session de septembre. Et rappelez-vous que, sachez bien qu'en septembre, ça sera pour le loi budgétaire. Ça ne sera pas sur les lois. Alors, c'est juste une façon. Vous savez, en politique, Mme Jeannine Mabunda n'a pas voulu déclarer sa honte à la vue de tous. Elle a dit seulement, gardons ça. Mais je sais bien que ces lois-là ne vont pas passer. Elle sait bien, consciemment, elle sait que ces lois-là ne vont pas passer. Mais c'est juste une façon de garder au moins sa crédibilité, telle sorte qu'elle ne puisse pas apparaître, et sa classe politique ne puisse pas apparaître devant la population comme étant une classe moins importante. Mais consciemment, le peuple connaît au moins que c'est une classe moins importante qui n'a aucune leçon à nous adresser. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que nous sommes toujours dans la semaine du 30 juin. Pas le jour, mais la semaine, c'est-à-dire nous commémorons le 60e anniversaire de notre pays, l'indépendance. Et comme à l'accoutumée, le chef de l'État a eu à tenir son discours. Un discours assez long, analysé, critiqué par d'aucuns. D'autres disaient que c'était... Je ne ferai pas du Kika à Bin Karoubi, je préfère un peu m'abandonner à mes invités. Le chef de l'État a tenu son discours habituel. Comment l'avez-vous analysé, ces discours-là? Je suis tellement persuadé. Je suis dans le monde communicationnel. C'est ce que nous appelons les dynamismes de communication. Nous avons senti un chef qui a parlé, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, il y a eu trop de bruit, 2 semaines, à peu près 3 ou 2 semaines. Il y a eu trop de bruit, Parlement, le peuple. Et vous allez voir que dans tout ce que le chef de l'État a présenté comme discours devant la nation, il a tout ramassé. Rappelez-vous, Jeannine Mabunda a parlé d'une république des juges. Et le chef de l'État, intelligent qu'il est, il a touché ces points-là. Il a même touché le procès Caméré. Il a touché les problèmes des lois de Minaku. Les lois de Minaku ont une mauvaise intention de garder certaines personnes qui méritent d'être arrêtées. Je peux citer, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui cite, c'est Long Gentini Ngobila qui nous a révélé que Kimbuta a laissé une somme d'eux. Et ces telles personnes doivent être poursuivies à la justice. Mais connaissant bien que la justice est tellement forte, un état de droit, alors nous devons restreindre la liberté de la justice. Est-ce que, à défaut de ne pas vous interrompre, est-ce que l'intervention du chef de l'État n'influence pas quelque peu le devoir démocratique d'un examen de loi? Le loi Minaku devrait être examiné dans un lieu indiqué qui est le Parlement. Le chef de l'État qui dit « je ne permettrai pas ». N'est-ce pas une injonction? Non, je ne permettrai pas. Quand est-ce qu'il ne va pas permettre? C'est lorsque ces voix-là seront votées. Parce que lorsque les voix sont votées, pour qu'elles soient mises en vigueur, il faut au préalable une signature du chef de l'État. Là, vous êtes d'accord avec moi? La démocratie voudrait à ce qu'une fois que cela a été voté au niveau du Parlement, le chef ne pourrait que promulguer. Non, ce n'est pas ça la procédure. Le chef de l'État doit aussi analyser. Lorsqu'on lui apporte des lois, s'il trouve sa conviction, on lui dit que ce sont des lois qui sont votées pour entorser
le droit ou le bon vouloir du peuple, il peut toutefois ne pas signer et ramener ces lois-là de l'autre côté à l'Assemblée nationale. Ça dit quoi? Lorsqu'il a dit que je n'accepterai plus, cela veut dire qu'on devait d'abord voter. Mais Dieu merci parce que Janine Mabound et son comité ont compris que c'était impossible que ces lois ne puissent pas être votées. Ils ont mis ça de côté. Donc le chef de l'État, n'interprétons pas en mal ce que le chef de l'État a dit. Il ne pouvait pas tolérer au cas où ces lois-là devaient être votées parce que ça devait passer par lui. Et comme lui est le chef et le garant de la nation, il ne pouvait pas accepter, il ne devait que suivre la volonté du peuple. Souvenez-vous, les slogans, le peuple d'abord. Et le peuple a manifesté pour un peu enlever cet équivoque qui dit que l'UDPS, mais moi j'appelle ça peuple, le peuple a manifesté et le chef de l'État ne pouvait que suivre la volonté du peuple. Le même peuple qui désignation de personnalités telles que José Makila dans de hautes fonctions, apparemment le peuple, la jeunesse en soi n'a pas été écoutée par rapport à ça. Mais écoutez, pourquoi vous voulez une politique de table rase? Pour que le renouvellement de la classe politique tant vanté par le chef soit effectif. À moins que je ne sois pas informé, dans le monde entier, dans le monde politique, il n'y a aucun président qui est venu au pouvoir et chassé tout le monde qui l'avait précédé. C'est impossible. Mais quel serait le soubassement de votre pouvoir? Alors, Félix Tshisekedi, c'est un homme intelligent, je crois en sa maturité politique et je vois un avenir meilleur. Un avenir meilleur et il sait pourquoi il a fait ça. Le jour viendra et l'avenir nous donnera raison. Et vous allez m'appeler une fois et je vais vous expliquer pourquoi Félix Tshisekedi avait fait cela. Pourquoi Félix Tshisekedi avait fait cela? Sadi, mon très cher confrère Sadi, discours provocateur, discours non rassembleur selon certains tacites du FCC et certaines bouches. Comment avez-vous l'approche du chef de l'État? D'autres disent qu'il a fait un discours sur l'état de la nation au lieu de parler indépendance. Pour une fois, j'ai senti vraiment un président de la République. Pour une fois? Oui. J'ai senti un président de la République. Pourquoi? Parce que on a constaté, depuis l'absence d'une personne, pour la première fois, le président n'a pas cité les noms de Joseph Kabila. Les gens doivent se poser cette question. Nous devons comprendre. Nous devons comprendre quelque chose par là. Et on a senti les discours du président de la République, un président autoritaire, et un président qui a assumé ce qu'il était en train de dire. Et puis, il nous a quand même expliqué en quelques lignes ce que lui comprend par un état de droit. Il a plus mis un accent particulier sur l'état de droit. Il a quand même revenu sur quelques programmes initiés par M. Kabila, des programmes dans lesquels il va quand même fouiner. Cette fois-ci, on a senti le discours du président de la République changer, parce qu'avant, il nous disait qu'il ne va pas fouiner dans le passé, mais aujourd'hui, les discours nous prouvent qu'il a quand même envie de fouiner, même si ça ne revient pas à lui de fouiner, mais il va s'appuyer à la justice. Parce qu'on dit la justice élève toute une nation et le président s'appuie uniquement sur la justice pour fouiner dans le passé. Et puis la population congolaise va retrouver beaucoup de choses qui a été dérobé par les caciques d'une certaine classe politique. Le président aussi a appelé la classe politique à la maturité. Il a appelé la classe politique à la maturité. Pour moi, je trouve que c'est un discours rassembleur, un discours à la hauteur des attentes de la population. Même si j'entends certaines personnalités politiques de notre pays dire que le président a oublié tel secteur, le président a oublié tel secteur, et surtout... Notamment l'intrusion de certaines armées, de certaines troupes sur le territoire congolais. Quand même, lorsque je reviens pour dire qu'il y a certaines personnes dans ces pays qui ne méritent pas de nous donner des leçons. Je reviens encore sur ça pour dire que en 18 ans, on a fêté les fêtes de l'indépendance. On a suivi des discours de l'état de l'indépendance. En aucune fois, on a senti ces gens-là fustiger que le président n'a pas revenu sur ça, n'a pas revenu sur tel point, alors que c'était tout simplement un discours sur l'état
sur l'indépendance de la République démocratique du Congo. On ne pouvait pas revenir sur tout, parce que ce n'était pas une adresse à la nation devant les congrès. Le président a quand même revenu sur quelques événements du passé. Ce qui se passe actuellement, il est en train d'entrevoir quel sera l'avenir de la République démocratique du Congo. 55 ans précisément. Depuis son pouvoir, depuis sa disparition, M. Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo, fut élevé dernièrement, le 30 juin dernier, au rang de héros national. Une élévation méritée ou une circonstance improvisée par le chef de l'État? Sadi, comment voyez-vous cette approche? Je ne vais pas trop commenter sur ça. Ça a plu au chef de l'État de réparer l'injustice et d'élever Kasavubu comme héros national de notre pays. On n'oublie pas tout ce que le président Kasavubu a eu à faire dans ce pays. Vous savez qu'avec son regroupement politique à Bako, il était à la tête de ce mouvement qui a créé des troubles, bon, pas des troubles, de manifestations contre la colonisation en 1959. Et ça a bouché sur quoi? Sur l'indépendance. Et si aujourd'hui on est libre, nous devons quand même rendre aussi hommage à Kasavubu, bien qu'il y a certaines personnes qui sont héros nationaux dans ces pays, mais il y a quand même à redire. Mais je crois sincèrement que le président Félix Tshisekedi a réparé cette injustice-là. Il était quand même normal d'admettre que Kasavubu, le maître, le lever au rang de héros national, ça ne pose pas de problème. Pierre Kabongo, Jean-Pierre Bemba pourrait être président de ces pays et élever son père au niveau de héros national, ou carrément Martin Fayulu pourrait revenir pour élever Rossi Chimanga au niveau de l'héros national. Il n'y a pas un critérium ou ça s'est fait de manière hasardeuse? Merci beaucoup. Lorsque vous dites que de manière hasardeuse, c'est comme qui dirait que le chef de l'État a fait quelque chose qui n'est pas bonne. Non. Il faut reconnaître que ça surprend tout le monde. Justement, ça doit surprendre parce que parfois c'était un cadeau qu'il avait gardé pour le peuple congolais. Un cadeau, c'est-à-dire que ce n'est pas mérité. Non, écoutez, j'aimerais répondre à votre question. Vous savez, il y a des critères pour élever quelqu'un au rang d'un héros national. Moi, j'ai toujours eu du mal lorsqu'on a élevé Lumumba au rang national et oublié Kasavubu. Vous savez, c'est lui qui avait demandé l'indépendance immédiate de ces pays, c'est Kasavubu. Comme l'ami l'a dit, historiquement parlant, avec son parti Labako. C'est un grand d'abord. Lumumba et Kasavubu, c'est un grand. C'est quelqu'un qui mérite beaucoup des honneurs. Moi d'ailleurs, plus au-delà de Kasavubu, je demande au chef de l'État qu'il nous fasse encore une autre surprise, d'élever Mobutu au rang des héros nationaux. Moi personnellement, je suis d'accord, parce que ce sont des personnes, des notoriétés, des personnes qui ont servi ces pays. Alors nous ne pouvons pas ne pas reconnaître ça, et ne pas les reconnaître, c'est être trop méchant. Moi je pense que ce que le chef de l'État a fait, c'était dans ses prérogatives et surtout dans sa volonté d'élever Joseph Kasavubu au rang national. Je me plie à ça. Sadi, penserez-vous peut-être que Etienne Tshisekedi soit moins méritant d'être élevé au rang de héros que Mobutu, selon la proposition de Pierre? Bon, là c'est vraiment, je peux dire que élever Mobutu héros national dans ces pays, ça c'est revenir encore sur certaines choses que Mobutu a eu à commettre dans ces pays. Ça va encore susciter vraiment beaucoup de polémiques. Je conseillerais au président de la République, s'il veut honorer messieurs Mobutu pour tout ce qu'il a eu à faire, on ne dit pas que tout ce qu'il a fait dans ces pays était que du mauvais. Non, il a quand même fait certaines choses qu'on applaudit. Mais s'il veut réparer Mobutu, qu'on prend juste son cercueil qui se trouve jusqu'à présent au niveau du Maroc, l'amener ici, là on peut applaudir, mais le lever au rang de héros national, je ne pense pas. Et surtout que même Joseph Kasavubu et Etienne Tshisekedi, on peut dire qu'ils ne sont pas encore héros nationaux. Ils sont admis au rang des héros nationaux Lumumba et Kabila.
Ils ne sont pas encore héros nationaux. Il y a toute une procédure pour qu'ils soient héros nationaux. Ça doit passer au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne maîtrise pas vraiment ces rouages juridiques, mais à mon avis, d'après ce que je lus et je consultais quelques juristes qui m'ont dit, ils ne sont pas d'office héros national. Il y a toute une procédure qu'il faudrait respecter. Ok, chers abonnés, je pense que nous allons chuter puisque nous avons quand même épuisé le temps. Le média, c'est aussi question de timing. Si je peux départager mes deux invités avec une dernière question. Pierre, croyez-vous réellement à cette petite prophétie qui dit que Tshisekedi ne serait pas l'homme de la situation? Il est Jean-Baptiste qui prépare le chemin pour un autre. Merci beaucoup, merci. Moi, j'ai toujours parlé en deux volets, hein. La forme et les fonds. La forme, c'est que par rapport à l'enjeu politique, c'est une réalité. Et si vous rentrez dans la Bible, la mission de Jean-Baptiste était une mission noble. C'était de préparer le chemin du Seigneur. Et si c'est par le canal de Félix Tshisekedi que le Seigneur va accepter et va faire en sorte qu'il prépare l'âge d'or de ces peuples congolais, je pense que c'est quelque chose à féliciter. Mais du côté fond, vous savez, il y a certaines choses qui doivent se passer de manière discrète. Oui, je peux voir une prophétie, mais je dois savoir comment donner la prophétie à la personne qui y est habilitée. Alors moi, ce que je pouvais demander au pasteur qui avait la prophétie, c'était d'aller voir le chef de l'État en personne. Et ce qui est surprenant est que c'est son pasteur de l'église, le pasteur Roland Dalo. Alors moi je pense qu'il pouvait aller voir le chef de l'État tête à tête et lui dire. C'est ce que le pasteur Kabounyale avait fait lorsqu'il avait vu. Il avait vu une prophétie sur le chef de l'État. Qu'est-ce qu'il avait dit? Je cherche à tout prix me rencontrer avec le chef de l'État, de telle sorte que je puisse lui dire ce que Dieu m'a montré. Alors, bon, je pense que c'était la procédure que M. Roland Dalo pouvait. Mais c'est normal et c'est vrai que l'âge d'or, parfois, ne sera pas atteint avec Félix Tshisekedi. Il y aura quelqu'un d'autre qui, rappelez-vous dans la Bible, Moïse a marché avec le peuple d'Israël, mais Moïse n'a pas atteint l'âge d'or de ce peuple, n'a pas atteint le Canaan. Alors, c'est pour dire que Félix, parfois, ce n'est qu'un canal que Dieu a permis, en sorte que nous puissions atteindre le meilleur qui est dans notre pays. Sadi, le président crierait-il dans le désert comme Jean-Baptiste? C'est-à-dire ce n'est pas l'homme de la situation. C'est vrai que ça offusque un peu l'opinion de l'UDPS. Hein. Beaucoup déjà lancent des critiques à l'endroit du pasteur. C'est par carence de dîmes qu'il aurait dit ça. Comment voyez-vous la chose? Je partage les opinions de mon ami sur cette question, mais j'aimerais aussi dire ceci. Dans ces pays, on a connu de révélations. Ce n'est pas dans ces pays où on nous a fait croire que Joseph Kabila était l'homme de la situation. Je n'aimerais pas citer le nom de ceux qui avaient dit ça. Mais on connaît tous comment et on sait dans quel état M. Kabila a laissé ces pays. On nous a dit qu'il était l'homme de la situation. 18 ans après, ce n'est plus lui. Sur les révélations du pasteur Roland Dalo, je suis d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que Félix Tshisekedi, que ça déplaise à certaines personnes, Félix Tshisekedi a le devoir et le droit de remettre le pays sur le rail. Parce que le pays a vraiment déraillé, je peux dire 55 ans après. Ce pays a connu beaucoup de choses. Ce pays doit rentrer dans l'ordre d'un état de droit. Et je crois que c'est la bataille principale du président Félix Tshisekedi. Il va se battre pour un état de droit. Un état de droit, c'est tout ce que le pasteur Roland Dalo a dit. Mais lui, il a dit ça prophétiquement. Mais politiquement, on peut dire qu'il va s'asseoir sur l'état de droit pour ramener les pays sur les rails.
Ramener le pays sur le rail, mesdames et messieurs, chers abonnés de la chaîne MP+ Média, nous vous remercions beaucoup d'avoir été des nôtres. Vous avez consacré votre temps, votre énergie à nous suivre. Nous n'oublions pas aussi de remercier les personnes qui font de telle sorte que ces émissions vous parviennent. Là, nous voyons le coordonnateur de cette chaîne, le boss Prince Pata depuis la France. Nous n'oublions pas aussi son épouse ainsi que toute sa famille. Là, je n'oublie pas aussi l'ingénieur Igor, bien que tu es venu, ingénieur Jean, bien que tu es venu en retard. Jean, merci beaucoup de ton accompagnement. Je n'oublie pas aussi de saluer mon équipe chérie, mes consoeurs Christelle Bébé Boalaye, Priscilla Tundu, Jérémy Kingani, les millions de la presse, ainsi que toutes les personnes qui ne cessent pas de nous soutenir. Là, je vois Papa Ecofo. Que Dieu vous bénisse. Je vois aussi mon papa Léon depuis la France, Tocoforme, ainsi que toute sa famille, Monsieur Placide, Vieux Placide, beaucoup de respect à vous. Là, je vous dis au revoir. Comme ça, nous allons nous voir à un prochain numéro. Merci.